tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de l'Algarve, pour faire le débrief de cette course qui se déroulait du côté du Portugal, notamment du côté de Faro, plutôt donc le sud du Portugal. On va revenir sur cette course, on va parler des Bleus. Il y avait pas mal de Français engagés sur cette course et ça s'est plutôt bien passé pour les Français. On parlera bien entendu top et flop avec un énorme Remco Evenepoel dans cette vidéo. Elle sera, je pense, plus courte que celle du Tour d'Andalousie et celle du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Putain, j'ai réussi à le dire presque du premier coup, c'est un miracle. Parce que la course a été intéressante, mais quand même un peu moins spectaculaire que les deux autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on commence tout de suite du côté du Tour de l'Algarve. Course qui a été intéressante, comme je le disais, mouvementée, parce qu'il y a eu pas mal de chutes aussi. Dans ce peloton du Tour de l'Algarve, malgré pourtant des routes qui étaient plutôt en bon état sur le parcours. Il y a pire que les routes portugaises, très clairement. Mouvementé, parfois il y a eu du vent, c'est vrai, il faut le dire, parce que la tempête qu'on s'est prise, voilà, il y avait les prémices peut-être de la tempête Yanis, mais pas mal. Il y avait sur les premiers jours, il y avait pas mal de vent sur le parcours. Il faut savoir que le Portugal est quand même un coin où il y a pas mal de vent. C'est-à-dire que le Portugal est le premier pays qui avait réussi à être autonome en électricité grâce au vent et grâce au soleil. Avec les panneaux solaires et les éoliennes. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même pas mal de vent. Puis on est le long de l'Atlantique, c'est une bande le long de l'Atlantique quand même. Le Portugal. Donc voilà, des conditions qui étaient très bonnes, aussi au niveau climatique. Bon, à part le vent, sinon il a fait beau pendant toute la semaine. Donc ça c'est toujours sympa aussi pour les coureurs. Comme je disais, donc un peu moins de spectacle que sur le Tour d'Andalousie, mais en même temps sur le Tour d'Andalousie, on a eu une course qui n'était absolument pas cadenassée. On a eu un beau chrono aussi, et un chrono intéressant. Pourquoi ? Parce que 32 km, c'est un chrono qui va ressembler un petit peu, je dis bien un petit peu, à ce qu'on aura sur les grands tours cette année. 32, 40 km, bon, c'est des efforts, je dirais, assez proches en termes de temps, même si les 40 km du prochain Tour de France seront assez difficiles. Je pense que ce sera pas un chrono très rapide, mais ça permettait voilà, de voir où en étaient les leaders. Donc c'est aussi intéressant de ce côté-là. Et on commence... Par contre, oui, non, j'ai oublié de signaler. Par contre, on a eu encore... alors le chrono, regardez le chrono, vraiment, vous verrez un réalisateur qui est complètement aux fraises. C'est très drôle. Il y a un moment où le mec met le synthé le chrono de Thomas Pidcock, alors que c'est pas du tout Pidcock qui est à l'écran. C'est un coureur de l'équipe du FC Porto. Il y a eu des moments comme ça où le réalisateur, tu sentais que caméra 1, caméra 2, je sais plus quoi faire, au secours, help. Il était vraiment perdu. Il y a un moment où il filme un coureur de la Trek, mais le coureur de la Trek en fait n'est quasiment jamais dans le cadre de la caméra, donc c'est assez extraordinaire je trouve à certains moments. Comme quoi, comme je dis toujours, on sait filmer les courses en France. On sait peut-être pas les commenter, mais on sait les filmer. Allez, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec David Gaudu. Du côté de David Gaudu, eh bien une course plutôt sympathique pour le français de la Groupama FDJ. Il s'en est très très bien sorti. Alors il y avait quand même une belle formation autour de lui. C'est vrai qu'il y avait notamment Stefan Kung, il y avait Attila Walter également qui a été présent. Donc vraiment des coureurs qui font le boulot en plus. Kung et Walter. Et Gaudu, c'est aussi un type de profil de course qui lui convient très bien, c'est-à-dire ses côtes espagnoles d'une dizaine de kilomètres, enfin espagnol, vous comprenez un peu les mêmes côtes qu'en Espagne, d'une dizaine de kilomètres, c'est vraiment des choses où il est plutôt performant. Et puis il a fait un très gros chrono, ça il faut le dire, son chrono il finit à 2 minutes, en sachant que tout le monde se prend 1 minute de la part de Evenepoel, donc il finit qu'à 1 minute de son équipier sur ce chrono, qui est Stefan Kung. Il finit devant un mec comme Bikström, qui se prend 2,29, pas très loin de Martinez, qui pourtant fait, il se prend 39 secondes de la part de Martinez, donc j'ai dit une petite bêtise, mais devant Castroviejo,
par exemple, devant un Dylan Van Baarle, qui sont plutôt des coureurs plutôt performants dans ce domaine. Et puis, encore une fois, il finit pas hyper loin des mecs qui, normalement, lui collent vraiment des poutres. Enfin, voilà, normalement, il se fait poutrer sur les chronos un petit peu. Godu, c'est vraiment pas sa spécialité. Là, il a pas été mauvais. Il a porté le maillot de leader pendant 2 jours aussi. Donc ça, c'est toujours sympathique. Mais sur ce chrono, voilà, 2,9, c'est pas mal. Encore une fois, je dis toujours, hein, la minute au kilomètre, c'était 32 km, donc il fallait pas qu'il perde plus de 3 minutes. Bon, bah voilà, il perd de l'ordre de 6 dixièmes par kilomètre. Donc c'est bien, c'est plutôt bien par rapport aux meilleurs, surtout qu'Evenepoel, encore une fois, a fait une sacrée performance. Et pourtant, la position de David Gaudu, elle est loin d'être parfaite, parce que Gaudu n'est pas un très grand gabarit, et pourtant il bouffe du vent sur le vélo. Vraiment, hein. Donc pour un corps, oui, qui fait qu'1m73, la position pourrait être beaucoup mieux optimisée sur le vélo de David Gaudu. Je pense qu'il y aurait un travail à faire au niveau de la position. Alors après, il faut faire attention également à trop vouloir optimiser la position, ce qu'avait fait Thibaut Pinot une année. Il y a parfois on se provoque des douleurs au niveau du dos, au niveau des jambes, donc il y a vraiment pour les coureurs qui jouent les grands tours, il y a un compromis à trouver, mais là il a vraiment une position beaucoup trop haute sur le vélo, et je pense que pour des coureurs comme ça, le guidon, je sais pas, même sans guidon coudé, il pourrait être plus bas sur le vélo, parce qu'il a un guidon, on va dire un peu classique, mais il pourrait être beaucoup plus haut beaucoup plus bas pardon sur le vélo. Mais voilà, il fait quand même un bon chrono, derrière une belle course. Sur son chrono, il est quand même devant aussi un Jevine 86, un Higuita aussi devant un Sandro Meurice. Donc voilà, il fait plutôt une belle performance sur ce contre-la-montre. Je continue avec les Français, avec Guernalec, Thibaut Guernalec, le coureur de Arkea, qui fait pour le moment un bon début de saison. Coureur, je vous en avais parlé lors de la présentation d'équipe où je vous avais dit Guernalec, mon problème avec ce coureur-là, c'est qu'il m'intrigue complètement. Je ne sais pas comment le classer, je ne sais pas quelles sont ses limites pour le moment, Thibaut Guernalec. Là, déjà, il fait un très bon contre-la-montre parce qu'il finit à 1,27. À 1,27, il est devant Martinez, devant Danouillet, le coureur de la Trek, et surtout, il est qu'à 2 secondes de McNulty. Donc, c'est vraiment bien. Alors, je pense à McNulty qui n'était pas au top de sa forme, mais quand même. Faut le faire d'être qu'à 2 secondes de McNulty. Parce que je pense que Guernalec était un peu plus en forme que McNulty. Mais quand même, 2 secondes seulement de McNulty. Stephen Kung n'est qu'à 30 secondes devant. Sur 30 bornes, ça veut dire qu'il s'est pris pas grand chose, quoi. 10 secondes par tranche de 10 km, 1 seconde du kilo. C'est pas énorme, hein, sur un Stephen Kung qui pourtant m'avait l'air d'être plutôt affûté sur cette course. Donc vraiment une belle performance de la part de Thibaut Guernalec. Et en même temps, au général, il finit 7ème, à 8ème, pardon, à 2,41. En faisant plutôt des belles montées. Alors il finit derrière un Stephen Kung, mais encore une fois, les 30 secondes on les retrouve là, donc c'est-à-dire qu'il a fait un parcours assez similaire. Et puis dans une équipe où il y avait quand même également Warren Barguil, il finit 2 minutes devant Barguil. Donc c'est plutôt une très belle performance de la part de Guernalec, même si encore une fois du côté de Barguil, je pense qu'il se concentre maintenant sur les courses d'un jour plus que sur les tours. Mais Guernalec, belle performance, donc vraiment un coureur qu'il va falloir suivre cette année pour voir s'il y a des limites chez Guernalec, parce que pour le moment, j'ai du mal à les déceler, ces limites. Et puis on peut saluer également la belle performance de Connor Swift, voilà, qui finit quand même 12ème du général à 3,40. Très belle performance de la part de Connor Swift, mais encore une fois, comme on le disait lors du Tour d'Andalousie, ça fait partie de cette énorme performance de cette formation. Non, c'était pas le Tour d'Andalousie, c'était le Tour des Alpes-Maritimes. Où je disais, putain, Arkea depuis le début de saison, c'est quand même excellent. Et là, ça se confirme, parce que Guernalec, Connor Swift et Barguil, pardon, ils prennent tous les 3 des points UCI. Voilà, donc c'est plutôt très intéressant. Et puis ils prennent Guernalec, il en prend 50, Swift il en prend 25 et Barguil en prend 10. Donc ils prennent même pas le score minimum sur cette course-là. Donc vraiment, ça va être une équipe à suivre, Arkea. Et pour aller en voir le tour,
ils ont vraiment fait du bon travail et c'est passé aussi par un recrutement intéressant, mais aussi par une formation qui fonctionne. Et puis je continue avec Trek, Segafredo et Galopin, Tony Galopin qui a été performant cette semaine. Tony Galopin, avec Julien Bernard aussi, parce que Julien Bernard au général finit 11e et Galopin finit 14e, sauf que sur le chrono, ces deux pépères, et ben ils prennent cher sur les deux chronos. Galopin, il prend 3,32, que je retrouve Julien Bernard, il prend 3,06. Donc vous voyez que sur les côtes, ils ont fait jeu égal. Ça fait du bien de retrouver quand même un petit peu Tony Galopin au top. Voilà, Galopin, donc il perd 1 minute en dehors du contre-la-montre. Et Julien Bernard, il perd seulement 30 secondes. Donc alors, pour Julien Bernard, on sait que c'était un parcours qui pouvait être intéressant pour lui. Ça montre aussi qu'il a peut-être franchi un petit cap, Julien Bernard, qui est quand même un coureur qu'on a souvent vu dans les échappées, mais rarement dans le final des étapes. C'est-à-dire souvent il était lâché un petit peu avant les 20 derniers kilomètres. Et Galopin, comme je disais, ça faisait depuis quelques années qu'il galérait, donc le revoir un petit peu plus performant, et ça montre que Galopin, sur ce type de parcours-là, sur ses courses, encore une fois, de 4-5 jours sur les côtes espagnoles, je rappelle qu'il a remporté quand même la Classica San Sebastián, il est toujours performant. Tiens, on parlait de Tim Williams. La dernière fois, on a eu une réflexion dans les commentaires. Est-ce que c'est un puncher, un grimpeur? Et moi je disais, c'est un coureur de côte de deuxième catégorie. Il me fait beaucoup penser à Tony Galopin, Tim Williams. C'est un coureur qui est pas mauvais puncher, mais qui est pas non plus le meilleur au monde. Coureur qui est très polyvalent, mais qui est pas hyper bon. Donc voilà, Galopin, peut-être Tim Williams, il y a des points communs entre ces deux coureurs. On poursuit du côté des Français, après Galopin et Julien Bernard, avec le dernier Français au top, Bryan Coquard, qui a fait plutôt 2 bons sprints, qui finit 2e du classement des meilleurs sprinters, Bryan Coquard, même si sur le sprint de l'étape 3, il est irrégulier à mon sens. Ce sprint-là, il se fait pas déclasser, mais on peut considérer qu'on est à la limite, mais il fait 2e du côté de Lagos, donc 3e à Faro, 71e du général. Bon, ça c'est un peu plus anecdotique, mais depuis le début de saison, il a combien de top 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 top 5 à son actif en 15 jours de course, donc une course sur 3, il est dans le top 5, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, il va aller sur les classiques belges. Sur les classiques belges, j'ai jamais trouvé fantastique. Il sera notamment ce week-end sur le Het Nieuwsblad normalement et sur Kuurne. Après sur Kuurne, il peut s'en sortir. Sur le Het Nieuwsblad, c'est un peu plus une course de spécialiste. Et on devrait le revoir ensuite sur Paris-Nice début mars. Je ferai la présentation de Paris-Nice. Faut que je m'en rappelle. Parce qu'il faut que j'anticipe la présentation de Paris-Nice. On fera une présentation, on va dire, un peu global de la course, et puis tous les soirs je parlerai de l'étape du lendemain. On fera un truc comme ça, je pense, ou je ferai l'étape du matin, je me démerderai pour Paris-Nice sur un truc particulier. Je pense qu'on fera beaucoup plus sur Paris-Nice que l'année dernière, ça c'est déjà clair net, mais on fera plus sur Paris-Nice que sur Tirreno. Vous savez, moi quand il y a 2 courses en même temps, des fois j'ai un peu du mal. Tirreno, on aura une présentation du parcours de Tirreno très longue, je pense, parce que c'est un peu dur de faire quelque chose d'un peu différent. Mais ça sera pas ce week-end, ça sera le week-end prochain, tout ça. On continue avec donc après Coquard, donc qui a été performant, voilà, encore une fois. Le sprint sur l'étape 3, il est irrégulier, mais j'ai envie de te dire que déjà le sprint à Rousson, il y a un contact, me semble-t-il, coûte contre coûte avec Pedersen. Je crois me rappeler déjà. Après, il a fait plutôt du bon job face à Jacobsen. Alors, il y a une marge par rapport à Jacobsen, mais bon, Jacobsen, après, en montagne, c'est pas ça non plus. Donc, sur un grand tour, il faut être régulier aussi pour prendre le maillot de meilleur sprinter. C'est un objectif qu'il peut avoir sur le prochain Tour de France, parce que aujourd'hui, Coquard, il est performant. Alors après, on mettra quelle équipe autour de lui? Ça, c'est aussi une grande question sur le prochain Tour de France. Parce que bon, si on joue également avec Guillaume Martin, il n'aura peut-être pas une équipe entièrement à son service. Mais il y a quand même un objectif. Milan-San Remo, je parlais de Caleb Ewan. Pour moi, il est très performant comme Caleb Ewan en ce début de saison. Donc Milan-San Remo, ça va être son premier gros objectif, je pense, à Bryan Coquard. Et avec une équipe qui pourrait être solide autour de lui, notamment avec un Chimolai, peut-être. Après, il faudra passer le Poggio, ce qui parfois peut être un petit peu compliqué.
On passe au petit flop de cette semaine, c'est Hugo Hofstetter. Hugo Hofstetter, je l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, on parlait de Connor Swift, mais Hugo Hofstetter. Alors déjà, il y a une étape où il finit derrière Clément Rousseau. L'étape 3, je n'ai pas compris ce qu'ils ont branlé Arkea, hein, parce que vous avez Hofstetter qui suit Clément Rousseau et qui le dépasse un peu sur la ligne. Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif de cette stratégie? On ne sait pas, on dirait un coup à la Movistar, dis donc. Mais vraiment, ça m'a trouvé le cul un petit peu ce truc-là. Les deux se suivent, en fait. Donc, le poisson pilote a merdé, ou enfin, il y a eu un problème à ce côté-là. Mais ça montre aussi que du côté d'Hofstetter, normalement, il doit être au-dessus de Clément Rousseau. Clément Rousseau est un coureur intéressant, mais bon, normalement, en sprint, Hofstetter doit être devant. Donc, ça montre que la condition physique est peut-être pas encore optimale. Et puis, sur l'étape 1 aussi, il peut pas faire le sprint, donc voilà, je pense qu'il y a encore du boulot pour Hofstetter, et que la condition est pas incroyable pour le moment, pour le coureur français, et puis bon, voilà, il fallait mettre un petit flop, je mets un petit flop avec Hugo Hofstetter, mais voilà, condition pas top. Puis Hofstetter, il doit quand même se rattraper d'une saison 2021 qui a pas été folle avec Israël. Autant sa première année avec Israël, ça s'était bien passé, autant après, un petit peu plus compliqué pour Hugo Hofstetter. Donc voilà, à lui de montrer ce qu'il vaut, parce que les places vont être chères hein, sur les courses, surtout que je rappelle qu'Arkea va pas faire le Giro. Donc ça va pas être si évident que ça pour notre ami. Voilà, il faudra se montrer. Du côté de Hofstetter, s'il va avoir une place, que ça soit sur le Tour ou sur la Vuelta, même s'il dit qu'il peut très bien se mettre au service de Boigny. Hein. J'ai lu une interview, il a dit on est interchangeable avec Boigny, je peux très bien me mettre au service de Boigny. Bon, alors lui, il se mettra peut-être au service de Boigny, je suis pas sûr que l'inverse fonctionne par contre. Eh bien, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Remco Evenepoel. Qu'est-ce qu'il a été bon cette semaine, Remco? Alors, en montagne, c'est vrai qu'il y a ce paramètre à prendre en compte. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore à son poids de forme, peut-être, ou qu'il a pris un petit peu du haut du corps. Bon. Mais sur le chrono, il nous a fait un putain de chrono quand même. Solide, hein, Evenepoel. Et puis, pour emmener Jacobsen, il a fait aussi un énorme travail encore cette semaine. Hein. Non, sacrée performance encore de Remco Evenepoel. Alors, j'ai noté que Remco Evenepoel utilise maintenant un guidon coudé. Parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Hein, le championnat du monde, notamment, il avait un guidon plat. Là, il a un guidon coudé maintenant. Alors, légèrement coudé, c'est pas au même niveau quand même que Ghana. L'angle est un peu moins fort, mais ce qui lui permet d'être plus compact, d'être plus aéro, parce que là maintenant il a une très très belle position sur le vélo. Alors, avant c'était déjà pas mal, hein. Mais c'est vrai qu'il a rattrapé, on peut dire, son retard par rapport à Ghana et Ethan Etter sur la position sur le vélo. Il est hyper compact sur le vélo, et puis 32 km 1 minute sur Stephen Kung. Donc c'est sacrément costaud quand même de réussir à faire ça, parce que derrière c'est pas un peintre, hein. On parle quand même de Stephen Kung qui est champion d'Europe en titre quand même, hein. Donc c'est vrai qu'Evenepoel a été hyper performant sur ce parcours qui était quand même un parcours pour spécialistes plutôt, même s'il y avait une petite difficulté au milieu du parcours. C'était plutôt, il n'y avait pas d'endroit hyper technique, il y avait juste un moment où il y avait des petits pavés sur un pont, et sinon c'était plutôt bien. Il y avait une impression de vitesse chez Evenepoel, parce qu'à ce moment-là, le réalisateur était un petit peu moins en PLS. Il m'a vraiment impressionné à ce moment-là. Ensuite, sur les montées, par contre, je suis un peu plus partagé. C'est pas catastrophique, hein. Bon, il perd 10 secondes, je crois, sur la première. En plus, sur la montée du dernier jour, très clairement, il se relève, hein, parce qu'il sait qu'il a course gagnée. Mais c'est sur l'étape avec Gaudu où j'ai trouvé qu'il était vraiment un peu en retrait sur cette étape-là. Donc faudra voir du côté de Evenepoel. Après, il se concentre peut-être sur le contre-la-montre aussi cette année. On verra quel est son objectif. Mais c'est vrai que sur l'étape 5, après, bon, tu sens qu'il sait qu'il a course gagnée. Alors, même si certains ont dit qu'il n'est pas bon au sprint, je pense surtout qu'il savait qu'il avait course gagnée et qu'il n'avait pas besoin de faire énormément d'efforts à ce moment-là. Mais vraiment une très belle semaine de Remco Evenepoel. Et puis le Tour de l'Algarve, c'est quand même une petite course à son palmarès. Voilà, son palmarès qui s'étoffe encore.
Il avait déjà remporté, je crois me rappeler cette course. Mais voilà, 2 fois le Tour de l'Algarve, 2 fois le Tour de Belgique. Sur les courses d'une semaine, il a quand même déjà un sacré palmarès, petit Remco. On rappelle qu'on le reverra du côté de Tirreno. Voilà, prochainement. Et il fera le Tour d'Espagne cette année. Normalement, il ne devrait pas faire le Tour de France. On devrait le voir sur la Vuelta. Ce qui est, je pense, intéressant pour voir comment il se comporte dans des courses plus puncher. On le verra également sur la Flèche Wallonne, sur Liège-Bastogne-Liège. Et puis sur la Flèche Brabançonne également. Ça va être intéressant. Mais sur les courses d'une semaine, aujourd'hui, il est costaud. Donc, très, très impressionnant. Le coureur belge, je trouve, sur le chrono, vraiment, il y avait une impression de puissance qui était assez dingue. Je continue avec Jacobsen. Alors Jacobsen qui dira quand même merci à Remco Evenepoel pour le train, parce qu'il a emmené des sprints quand même. Alors il a un peu le rôle qu'avait à une époque de Degenkolb quand Kittel et Degenkolb étaient ensemble dans la même équipe sur le Tour de France. C'est pas vraiment le rôle du poisson pilote, c'est le rôle du mec qui doit faire le kilomètre, qui est un rôle qui est très difficile parce qu'il faut rouler extrêmement fort à ce moment-là, et en même temps il faut avoir quand même de l'endurance, c'est un effort où il faut tenir 40 secondes, 50 secondes, donc c'est un effort qui est très violent, très difficile, et dans ce rôle-là, Remco Evenepoel, il est imprenable, c'est-à-dire qu'il a fait un job sur les 2 sprints, entre 3 bornes et demie de l'arrivée et le dernier kilomètre, qui est assez exceptionnel quand même. Et en faisant ce job-là, il arrive quand même à faire 7e du premier sprint. Donc ce qui montre quand même une résistance à l'effort, une résistance à l'acide lactique qui est quand même assez dingue. Alors en même temps, ça je pense que ça lui vient du football. Parce que le football, c'est quand même un sport qui est très exigeant au niveau cardiaque. Ce sont des petits efforts à chaque fois qu'on enquille. Donc les mecs qui font du foot, normalement, ils ont une très bonne VO2 max. Et ça doit l'aider, Evenepoel, sur ce type d'effort, d'avoir cette très bonne VO2 max. Après, sur le reste, sur Jacobsen, j'ai vu, Jacobsen, 4 victoires en 10 jours de course. Voilà, ça c'est fait. Pour le moment, au niveau du sprint, il est intouchable. C'est-à-dire que pourtant j'ai vu le sprint de Caleb Ewan, il n'y a pas eu, j'ai pas eu la même impression de facilité. Là, il y a une impression il est une jambe au-dessus des autres. C'est-à-dire que là, Coquard sur le premier sprint, il finit 2e, mais il finit loin à la 2e place. Et pourtant, tout n'est pas parfait autour de Jacobsen. C'est-à-dire que sur cette semaine, je trouve que le poisson pilote était parfois un peu limité physiquement. Mais bon. Alors limité physiquement, mais c'est surtout que il y avait un problème. C'est pas trop le poisson pilote au final. C'est qu'il y avait un problème entre le mec qui faisait le dernier kilomètre. Il y avait un moment où il n'y avait plus de personnel en fait. Il se retrouvait devant trop tôt et donc à un moment il devait faire repasser les mecs de Cofidis devant. Mais ensuite, Jacobsen pour le moment, je vois pas qui va réussir à le battre quoi. Sur le Tour de France. Alors le seul défaut de Jacobsen quand même, c'est la montagne. Parce que sur les étapes de montagne, il a vraiment fini dans le dernier groupe, avec très loin, on va dire, et très proche de la fin de délai. Donc ça, c'est un domaine dans lequel il faudra travailler et il faudra le prendre en compte, parce que je rappelle que le prochain Tour de France, c'est quand même pas mal de bosses, pas mal de difficultés. Si vous êtes maillot vert, mais que vous êtes à chaque fois limite au niveau des délais, en fin de Tour de France, ça se paye et ça vous fait perdre un maillot vert. Demandé notamment à Mark Cavendish une année qui était pourtant au-dessus du lot par rapport à Petaki au niveau des sprints, mais qui souffrait énormément dans les montées et qui avait perdu le maillot par rapport à Petaki, qui avait un peu mieux passé des bosses, parce que Petaki c'était déjà pas le meilleur dans ce domaine-là. Puis surtout il y avait eu des grosses manœuvres en début de journée sur certaines étapes de montagne. Alors c'est entre le Tour de France 2010 et 2012-2013, je sais plus la date exacte, du dernier maillot vert du maillot vert de Petaki, mais il y avait vraiment des duels entre la Lamprey et Quick-Step sur les débuts de journée, même sur les étapes de montagne, et des fois ça roulait à 45 à l'heure jusqu'au sprint intermédiaire. Et c'était une vraie bagarre, c'était très intéressant à suivre la bagarre pour le maillot vert cette année-là. Je termine avec un dernier coureur au top après Jacobsen, c'est Daniel Felipe Martinez, le coureur d'Ineos, qui finit
Troisième du classement général derrière McNulty à 1,21. Il a fait un très bon contre-la-montre parce que c'est l'un des rares qui fait un peu mieux que Godu. Je trouve, au niveau du chrono, il lui met quand même 39 secondes à Godu. Hein. Donc ça, c'est assez bien quand même. Hein. Il se prend que 5 secondes de la part de McNulty. Ethan Eter n'est que 25 secondes devant. Guernalec est 3 secondes devant. Mais un Castroviero est plus d'1 minute 10 derrière Martinez. Moi j'ai trouvé que la position était vraiment très bonne. Alors ça bouge un peu plus, le vélo fait un peu plus ça avec Martinez, mais c'est pas non plus... il fait pas 4 km en plus, quoi. Hein. Si vous voyez, du côté de Martinez, il y a vraiment un beau travail d'effectué par le coureur colombien. Et puis on sait que Martinez, il tient 3 semaines. Ça c'est surtout la vérité. Hein. Martinez, sur le dernier Giro, Bernal était très fort, mais Martinez, heureusement qu'il devait jouer le match pour Bernal. Il fera le Tour de France, lui, hein, normalement. S'il n'y a pas Bernal... mettez une pièce quand même sur Martinez parce que sur le chrono, donc 30 km, 1 minute 30, donc ça veut dire que sur un chrono de 40 bornes, il prendra que 2 minutes. À peu près, hein, si on prend de manière similaire, sauf qu'en plus, c'est un chrono qui est quand même très vallonné, donc il prendra peut-être moins de 2 minutes sur ce chrono-là. Martinez en montagne, on sait ce que ça vaut. Hein. C'est sacrément intéressant quand même hein, sur le dernier Giro. Donc, puis vainqueur d'une étape sur le Tour de France, j'appelle à l'époque où il était chez EF. Aussi vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. C'est un coureur qui s'est arrivé en forme lors des grands événements. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter, surtout encore une fois que chez Ineos, Bernal c'est quand même... Enfin moi je mettrais pas une pièce sur Bernal sur le prochain Tour de France, donc ça peut être très intéressant d'avoir un grand Daniel Felipe Martinez, et puis deuxième de l'étape de Malao derrière Higuita, cinquième de l'étape de Foya, et pourtant il est un peu gêné par la chute entre Higuita et Tobias Foss. Donc j'étais même assez intrigué, c'est ça que je voulais parler sur la chute entre Tobias Foss et Higuita, parce que pour moi la chute arrive dans le dernier kilomètre en montagne. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'existe plus, mais il me semblait qu'en montagne, on avait la règle du dernier kilomètre qui s'appliquait. C'est-à-dire en cas de gros pépins mécaniques ou de chute, et vous étiez gêné par la chute, alors c'est parce qu'il n'était pas gêné par la chute, on considère que... Mais Barguil, dans ce cas-là, est gêné par la chute, et pourtant on n'a pas redonné du temps à Barguil. Alors pourtant il est gêné par la chute, ni Higuita et Tobias Foss finissent avec le chrono quasiment qu'ils ont à l'arrivée, à l'écart qu'ils ont à l'arrivée. Donc j'étais assez surpris parce que pour moi il me semblait qu'il y avait la règle du dernier kilomètre en montagne, qui était une règle qui existait, mais peut-être que je me suis trompé ou peut-être que j'ai raté un élément. Alors pour Higuita et Foss, on peut considérer qu'il y en a que les deux sont responsables de la chute, mais bon, on a déjà vu sur le Tour de France des mecs tomber et être qualifiés dans le temps du leader, du groupe dans lequel ils appartenaient, et de toute manière, Barguil, lui, est gêné par cette chute, donc je suis assez surpris, ou soit les commissaires ne connaissent pas le règlement, mais dites-moi ça dans les commentaires. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des flops, on commence avec Geraint Thomas, le coureur britannique qui a été transparent sur cette course. Alors autant Martinez, il a pris des bons points encore une fois par rapport à Bernal et tout ce qui peut se passer dans les différentes équipes. Du côté d'Ineos, autant Geraint Thomas, 62e je crois du général. Et puis on l'a absolument pas vu, c'est-à-dire que vous pouvez être 62e du général mais être parti en échappée, on l'a pas vu en échappée, ou avoir fait un grand travail pour Martinez. Sur les premières étapes, sur la première étape on le voit, mais sur la fin de course on le voit plus. Contre-la-montre, il se prend une branlée sur le contre-la-montre, parce que hop, je reprends mon petit tableau du contre-la-montre, ça je peux l'enlever. Geraint Thomas, il finit 22e à 3,25. Alors je veux bien que Godu ait fait un bon chrono, il finit quand même derrière Julien Bernard, derrière Higuita, derrière Gogol, derrière Battistella, Castroviero,
Gesink ne finit que 7 secondes derrière. Jevine est 1 ou 2 secondes derrière. Galopin, qui pourtant a fait pas un bon chrono, est 7 secondes derrière. Barguil, qui est pas un spécialiste du chrono, ne finit qu'à 20 secondes. Donc il est raté sur le chrono et de toute manière il n'est pas en bonne condition physique, il l'a dit plusieurs fois en interview, il n'est pas en bonne condition physique et il ne fera pas les Flandriennes puisqu'il a dit je n'ai pas la condition physique aujourd'hui pour faire les Flandriennes dans de bonnes conditions. Mais du côté de Geraint Thomas, c'est pas la première fois qu'il est un peu moyen sur le début de saison. Alors certes, moi, je me souviens de l'année où il avait gagné le Tour de France. L'année d'après, il avait fait un début de saison catastrophique où il n'était pas du tout en bonne condition physique. Où je me souviens, il avait au moins 5-6 kilos en trop par rapport à son poids du Tour de France. Vraiment, ça se voyait. Là, il me semble pourtant pas en surpoids. Peut-être qu'il a toujours du mal sur les débuts de saison, mais j'ai l'impression qu'à une époque il était pas mauvais sur les débuts de saison, Geraint Thomas. Donc à l'époque où je jouais beaucoup plus les classiques flandriennes, et puis même je pense qu'il comprenait pas trop ce qui se passait. Regardez l'interview qu'il fait à l'arrivée du contre-la-montre. T'as vraiment l'impression du mec qui comprend pas vraiment pourquoi ça marche pas. Pourquoi les jambes ne marchent pas alors que il fait une bonne préparation hivernale. Ça me faisait penser un petit peu à Julia Simon sur les premières manches de Coupe du Monde en biathlon, qui avait à peu près la même attitude sur l'interview. C'est je comprends pas ce qui se passe, j'ai gagné les courses d'avant-saison et puis là il y a plus rien qui fonctionne. J'avais vraiment l'impression de ça du côté de Geraint Thomas, mais vraiment au bout de sa vie, très clairement dépité de sa performance sur le chrono. Bon, mais si Geraint Thomas il est plus bon sur le contre-la-montre, ça va être compliqué quand même pour lui pour jouer le général d'un grand tour. Hein. Et quand tu vois, encore une fois, il prend quand même 2 minutes quasiment de la part de Martinez. 1,55 précisément, c'est beaucoup. Garnalen qui lui colle quasiment 2 minutes. Voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour Geraint Thomas. Du côté de Thomas Pidcock, course difficile pour Pidcock aussi. Hein. Alors Pidcock, il a fait une grosse saison hivernale avec le cyclocross, notamment le championnat du monde. Hein. C'est l'un de ceux qu'on voit sur la route qui a fini le plus tard quasiment. Alors est-ce que c'est un contre-coup ce qui s'est passé sur le Tour de l'Algarve, mais ça a été une course de reprise moyenne pour Pidcock. Alors est-ce que voilà, c'est le contre-coup de ce qui s'est passé sur le cyclocross, ou parfois quand vous faites une grosse période cyclocross ou VTT, vous avez du mal à renquiller derrière sur la saison route parce que vous avez accumulé pas mal de fatigue. C'est vrai que lui il a repris en décembre, hein. Donc, ça fait déjà depuis 3 mois qu'il est sur les routes avec le cyclocross. Mais c'est pas très rassurant avant le Nieuwsblad, avant Kuurne, parce que là aussi la condition physique était pas bonne. 13e à Lagos, 48e à Faro, 76e du contre-la-montre, et il a abandonné au départ. Je sais même pas il a abandonné lors de l'étape 5 qui a emmené les coureurs à Malawi, mais son meilleur résultat, je dirais pour moi, c'est la montée à Monchique où finit 18e, mais connaissant le potentiel quand même de Pidcock, on sait qu'il peut être bien meilleur dans ce domaine-là. Donc ouais, un début de saison pas idéal pour un coureur qui va maintenant enchaîner sur les classiques belges, Milan-San Remo. On va voir comment la condition physique va s'améliorer. Il sera également sur l'Estrade Bianche le 5 mars. On fera la présentation d'Estrade Bianche, même si on sera pendant les Jeux Paralympiques, au moment d'Estrade Bianche, mais l'avantage des Jeux Paralympiques, c'est que ça se finira à 11h30 chez France Télévisions, donc ensuite je pourrai profiter des après-midi pour voir le cyclisme, même si je devrais faire tous les après-midi une petite vidéo sur les Jeux Paralympiques. On continue avec Juan Pedro Lopez, coureur de la Trek. Là aussi, du côté de Juan Pedro Lopez, des performances un petit peu en demi-teinte sur cette course. On s'attendait à ce que ça soit plutôt lui le leader que Julien Bernard ou que Galopin. Alors après, dans cette équipe-là, il a fallu faire également sans Baroncini. Mais on s'attendait peut-être pas à ce que Juan Pedro Lopez soit aussi loin. Il finit seulement 41e.
Alors pas mauvais à Monchique. Par contre, sur l'étape de Malao, il est complètement à la rue. Également en difficulté sur le contre-la-montre. Hein, on finit seulement 56e, mais à 5 minutes, hein, je crois à peu près, 4 minutes 30. Enfin, voilà, il prend vraiment un gros éclat. Alors, on sait que c'est pas un spécialiste du chrono. Malgré tout, là, il a pris quand même une grosse tôle à ce moment-là. Et puis, même dans l'étape de Malao, il lâche très vite, pas en grande condition physique, me semble-t-il, le coureur espagnol, qu'on reverra sur les classiques de l'Ardèche et la Drôme Classique, et puis le Tour de Catalogne fin mars. Et lui, son objectif, c'est le Tour d'Italie, donc il va falloir un petit peu accélérer quand même hein, pour le Tour d'Italie, même si c'est encore dans 2 mois. Ça arrive vite, le Tour d'Italie, quand même, donc c'est bien d'enquiller. Et puis, je termine du côté des flops avec Jordi Meeus. Très discret depuis le début de saison, Jordi Meeus, parce que on l'avait vu sur le Tour d'Arabie Saoudite, il avait roulé pour son leader, mais bon, il n'avait pas fait vraiment des grands résultats. Là, il était leader au niveau du sprint, 7ème seulement à Faro, alors que bon, sur ce Tour de l'Algarve, c'était quand même pas all-star au niveau des sprinters. Il y avait Jakobsen Kokar, bon, ensuite derrière, il y avait Hofstetter, mais bon... Meeus, je pense qu'il est en capacité de battre Hofstetter quand même. Et puis, il a la Gauze 22e. Et puis, quand vous voyez déjà son Tour d'Arabie Saoudite, où je rappelle qu'il devait au départ travailler pour Bennett, mais que Bennett n'était pas venu, là aussi, des résultats un petit peu en demi-teinte. C'est dommage. Alors, l'année dernière, il avait bien fini la saison. Donc, c'est peut-être un coureur d'après-août. Mais bon, c'est peut-être pas un coureur qui aime les bons débuts, qui aime les débuts de saison, mais c'est voilà, un petit peu dommageable de pas réussir à s'en sortir. Alors lui, il va faire toutes les classiques belges et Tirreno, donc on verra si la condition physique s'améliore pour le coureur de Lommel. Après, sur le Het Nieuwsblad, dans les 80 kg, c'est quand même un sacré gabarit. À chaque fois, Jordi Meeus, 1,90 pour 80 kg, c'est ma star. Hein. Même pour les pavés, ça peut être un petit peu compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve donc en fin de semaine. Je sais pas encore, jeudi ou vendredi, il y aura présentation d'un Drôme classique de l'Ardèche. Ça ne fera qu'un. Pour l'instant, je ne sais pas si je fais qu'une présentation pour Kuurne et pour le Het Nieuwsblad ou si je fais 2 vidéos différentes pour ces 2 courses-là. Et puis il y aura le débrief de l'UAE Tour qu'il faut maintenant que je rattrape parce que j'ai watché, je sais pas comment on doit dire, un petit peu à la bannière Netflix, le Tour de l'Algarve, mais ce qui fait que pour l'instant j'ai pas regardé l'UAE Tour, donc il va falloir que je rattrape un petit peu la course, mais bon, là j'ai 2 étapes en retard, ça devrait le faire, je devrais réussir à me démerder pas trop mal. Donc voilà, l'UAE Tour ça sera lundi je pense, dimanche ou lundi. Et puis les classiques belges également, donc il y aura un gros début de semaine prochaine sur la chaîne, un gros week-end. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.